Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. D'abord, entendons-nous, si on supprime là tout à l'heure la réserve parlementaire, j'espère qu'on supprimera la réserve ministérielle tout à l'heure, parce que sinon il y aura un vrai problème les réserves ministérielles. Deuxièmement, ne nous faisons pas non plus d'illusions. La suppression de la réserve parlementaire ne changera pas grand-chose à la question de la confiance de nos concitoyens dans la vie politique et dans la vie publique. Mais à l'inverse, on ne peut pas non plus laisser dire, comme je l'entendais, que le fait de maintenir la réserve parlementaire permettrait finalement qu'il y ait plus de confiance de nos concitoyens. Si on veut qu'il y ait plus de confiance de nos concitoyens dans le Parlement, dans les députés, il faut changer de République, en finir avec un régime hyper présidentiel, bien évidemment, qui ne cesse, et on le voit avec M. Macron, d'atténuer et de diminuer le rôle des parlementaires. Et je crois que le problème numéro 1 est là. D'autre part, je voudrais dire, j'ai entendu des choses tout à l'heure extraordinaires. Bien évidemment que le rôle premier d'un député est d'abord un rôle législatif. Et pour ma part, mon territoire est avant tout national. Et si je veux changer la vie de nos concitoyens, c'est en faisant des lois sur le logement, sur le chômage, sur l'emploi, etc. C'est d'abord comme ça que nous allons le faire. Et ça n'a aucun rapport avec une question de centralisateur. Bon. Maintenant, disons-le clairement, la réserve parlementaire, c'est trop peu pour atténuer les effets absolument dévastateurs des politiques d'austérité, y compris vers les collectivités territoriales et les associations, menées depuis Sarkozy par tous les présidents de la République. Mais à la fois, c'est suffisant quand même, justement, dans un marais d'austérité, pour permettre des politiques, alors appelez pas ça clientélisme si vous voulez, on va parler de sphères d'influence qui font que, par exemple, j'entendais une de mes collègues républicaines dire qu'elle mettait quelques milliers d'euros dans réparation dans une paroisse. Eh bien oui, il y a un choix entre une politique de laïcité et une politique non laïque. Et à partir de là, c'est bien une sphère d'influence par rapport à un électorat. Je termine vraiment 2 secondes. Conclure. Il y aura, je dis très clairement, il y a une contradiction entre vouloir le maintien de la réserve parlementaire et être pour des politiques d'austérité. Mais à l'inverse, je dis à mes collègues d'En Marche qu'il y aura une contradiction entre vouloir supprimer la réserve parlementaire. Monsieur Coquerel, merci beaucoup. Monsieur le Président. Le programme L'Avenir en commun prévoyait la suppression de cette réserve parlementaire. Et je voudrais, en quelques mots, relativiser quelques-unes des choses que j'ai entendues. Personnellement, je ne supporte pas non plus une certaine ambiance anti-parlementaire que j'ai dénoncée en début de débat. Mais l'excès inverse me paraît parfaitement condamnable. Parce qu'on supprimerait la réserve parlementaire, on s'apprêterait quasiment à faire un coup d'État. Mais qu'est-ce que la réserve parlementaire? Le drap du fantôme. Ça fait croire qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Le député dans la Ve République n'est rien. Il arrive dans cette salle, la moindre dépense qu'il envisage, article 40, rentre à la maison. Il sort, il se précipite au-devant de ses concitoyens, l'usine va fermer. Que faites-vous, monsieur le député? Je ne peux rien faire que me joindre à votre manifestation. Voilà. La réserve parlementaire, c'est ce qui vous permet d'appeler à la picorée ceux qui vous entourent de bienveillance et vous regardent en se disant ah, cet homme, cette femme, il fait ce qu'il peut, alors tiens, pendant qu'on y est, demandons-lui des sous. Je crois que vous allez trop loin. La réserve parlementaire, naturellement, n'a pas de vocation clientéliste. Ou si on a une, c'est un échec complet. Il n'y a qu'à voir la constitution de cette Assemblée. Mais j'ajouterais en vous disant que le système clientéliste aussi est en crise, pour la raison que toute la société est en crise. Vous pouvez clientéliser 2, 3, 4% de la population, pas 40 ou 50%. Je viens d'une ville qui m'a élu. Je peux vous dire que l'une des choses que j'ai dit directement à mes concitoyens, moi, je ne suis pas là pour donner des appartements, je n'en ai pas. Et si par hasard j'en avais, je ne vous les donnerais pas, parce que je crois aux commissions, aux critères d'attribution, et de même pour les subventions. Alors il manque des subventions, que fait la mairie? Que fait le conseil général? Que fait la région? Alors, si leur travail n'est pas correct, il faut que vous passiez huilé. Mes collègues, je vous en prie, revenez à la réalité. Les gens se demandent ce que vous faites avec ces sous, même si vous les utilisez de manière parfaitement honnête. Tous. À mon avis, la question n'est pas là. Merci Mais beaucoup. n'allez pas vous tromper. Merci. C'est un faux semblant et rien de plus que cette réserve parlementaire. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Alexis Corbière. Oui, l'orateur précédent a été clair. Mais on va continuer. C'est un débat important. Bien sûr, il y a des abus. Mais je vais utiliser une petite fable. Celui qui fait traverser le désert par un groupe et qui porte dans la poche une bouteille d'eau sera vite très populaire. Beaucoup de gens vont lui tourner autour, s'il te plaît, donne-moi un petit peu d'eau, et il ne fera que le bien. Il versera quelques gouttes d'eau dans la bouche des plus assoiffés. Mais la question à se poser, c'est faut-il faire traverser le désert à ce groupe?
Et je m'amuse tout de même de voir qu'alors que les mêmes, pardon monsieur Jacob, je vous interpelle par respect, mais vous qui avez voté des politiques d'austérité qui ont eu des conséquences négatives sur les communes, venir ici dire que tout... Oui, sans doute beaucoup moins, j'entends l'argument, d'accord, mais permettez... Mais vous admettez vous-même, venir dire aujourd'hui, mais il y a besoin, et vous êtes de bonne foi pour le coup, de ces 10 000 euros, de ces 20 000 euros, certes, mais vous avez assoiffé des communes. Le fond du débat est là, et je dis la même chose à mes collègues d'En Marche. Vous allez à la fois supprimer 13 milliards d'euros aux collectivités locales, les assoiffer un peu plus, et vous, en plus, vous dites qu'il faut aussi supprimer la petite gourde d'eau. Nous, on vous propose tout simplement de mettre fin à l'austérité, de dire on ne va pas traverser le désert, on va passer au contraire par les vertes prairies. C'est ça qu'il faut proposer pour notre peuple. Ce n'est pas austérité pour tout le monde. Et donc, à partir de là, arrêtons de parler effectivement de ce qui n'est qu'un pis-aller. Le fond du problème, madame, qui nous explique que vous avez rénové le toit de la paroisse, premièrement, du point de vue laïque, on pourra en discuter. Oui, on peut en discuter. Mais la loi de 1905 oblige les communes, madame. La loi de 1905 parler que monsieur je Corbière, connais par cœur, s'il vous plaît. oblige les communes qui ont été construites en 1905 de réparer le toit. Donc la question, c'est pourquoi la commune n'a pas les moyens? C'est ça le fond du problème. Donc il faut réfléchir grand angle sur cette affaire. Nous, dans le programme L'Avenir en commun, on était pour supprimer la réserve parlementaire. Mais on dit pas d'hypocrisie, non à l'austérité. C'est ça qui fait mal à notre peuple. Et c'est ça d'ailleurs qui a amené que tous les députés qui ont voté l'austérité ont été battus. Merci monsieur Corbière. Nous avons une dernière prise de parole, madame Panot. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, parce que je bondis un peu sur ce qui est dit sur les associations. Bon, vous le savez peut-être, mais le plus grand plan social des 10 dernières années s'est fait dans les associations. Et aujourd'hui, si nous sommes dans une société qui ne craque pas encore complètement, c'est grâce notamment au travail qui est fait par ces associations-là. Et on ne peut pas dire qu'on va aller faire l'aumône à des entreprises privées. C'est un plan global de financement qui est besoin, c'est un besoin de pérennité qu'il y a sur les associations. Et donc on ne peut pas, à l'image de la discussion qui est là, qui est sur une discussion petite, on doit ouvrir encore une fois le focus et parler de l'austérité et de ces métiers qui sont aujourd'hui très précarisés et dans lesquels des personnes travaillent 80 heures par semaine pour essayer de faire en sorte que des gens ne coulent pas complètement. Merci. Merci beaucoup, madame Panot. La discussion sur l'article 9 est désormais close. Madame. Je souhaitais intervenir sur un petit peu tous ces amendements qui estiment qu'au nom de la nécessité de donner des budgets à des associations, des collectivités, il faudrait prévoir un dispositif de soutien parlementaire. Mais enfin, moi j'ai un problème, c'est que ceux qui le défendent, je remarque que ce sont ceux-là même qui, depuis des années, imposent des politiques d'austérité, qui font en sorte de pénaliser les communes, qui font en sorte de pénaliser les services de l'État, de la fonction publique, des budgets de collectivités qui font que les associations, effectivement, et c'est pas normal, à certains moments remplissent des rôles de service public, tant les budgets de l'État ont été restreints, et ce sont ceux-là même qui nous disent prévoyons une espèce de petite enveloppe que nous déciderons pour essayer de panser les plaies. Mais c'est pas sérieux. Si on veut être sérieux, c'est pas le fait d'avoir un dispositif de soutien, c'est qu'il faudra refuser le budget d'austérité qu'on nous prépare, qui va être à hauteur de 13 milliards d'euros sur les collectivités et à hauteur globale de 20 milliards. C'est cela qu'il faut faire. Parce que là, tel qu'on le fait, en réalité, on ne résout rien. Madame la ministre vient de le dire, si pour le coup, elle va appuyer le budget d'austérité qu'on nous propose, mais elle le dit elle-même. Quel rapport entre 146 millions d'euros et le fait de diminuer année après année, le budget des associations dans ce pays? Bon, on voit bien que là, il y a une hypocrisie que je ne comprends pas. Donc moi, les collègues qui proposent ça au nom des associations, ils ont raison, au nom des collectivités locales. Rendez-vous à l'automne, j'espère qu'on sera ensemble pour protester contre le budget d'austérité, comme ils auraient dû le faire par rapport au budget d'austérité de leur majorité respective. Merci, monsieur Coquerel. Donc, nous avons bien compris que le souhait de Madame la garde des Sceaux et du gouvernement n'est pas de léser les bénéficiaires de l'actuelle réserve parlementaire, mais plutôt de trouver un véhicule adéquat pour canaliser ces fonds. Donc, par ailleurs, nous voulons, comme parlementaires, nous porter garant S'il vous plaît, de la conduite Forteza. de ces engagements. Nous proposons donc un amendement pour vérifier l'usage de ces fonds par le gouvernement. Le gouvernement devra rendre des comptes annuellement de la façon dont ces fonds ont été utilisés pour soutenir les projets des collectivités locales et des associations, et ce, de façon aussi transparente que jusqu'à présent. Nous avons donc ici, dans le cadre de la suppression de la réserve parlementaire, un dispositif visant à assainir la façon par laquelle les associations et les collectivités territoriales reçoivent du soutien public.
en évitant tout risque de clientélisme et en redonnant ainsi confiance aux citoyens dans la vie politique. Merci. Merci, Madame Forteza. Madame la rapporteure, quel est l'avis du gouvernement? Je donne l'avis de la commission, Monsieur le Président. Oui, de la commission, pardon. Donc la commission est favorable à l'amendement présenté par Madame Forteza. Pour l'instant, Madame la rapporteure. Madame la ministre? Oui, je suis favorable au nom du gouvernement à cet amendement. En effet, on en a dit un mot déjà tout à l'heure. Il est assez naturel, je crois, que le gouvernement puisse rendre compte annuellement de la manière dont les dotations anciennement affectées à la réserve seront utilisées. Donc, avis favorable à ce gouvernement, oui, mais à cet amendement aussi, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur Olivier Faure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement essayer de comprendre avant de savoir si nous voterons cet amendement qui paraît très intéressant puisqu'il propose en réalité des modalités selon lesquelles les fonds actuellement affectés à la réserve tiendront compte des besoins qui auront pu être identifiés par les parlementaires et transmis au gouvernement de manière transparente pour soutenir les projets des collectivités locales et des associations. Est-ce à comprendre que désormais, nous, parlementaires, pourrons adresser au gouvernement les demandes qui nous sont faites dans nos territoires, que si ces projets sont considérés comme correspondant aux critères qui ont été fixés par le gouvernement, ils pourront être ensuite financés et ensuite donc réadressés aux associations et collectivités locales concernées, auquel cas nous réinventerions tout simplement la réserve parlementaire que nous venons de supprimer. Donc est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ou il s'agit d'autre chose? Est-ce qu'on peut en comprendre le mécanisme? Beaucoup, Monsieur Faure. Nous avons 3 demandes de parole. Monsieur Coquerel, Monsieur Vigier, Monsieur Diard. Monsieur Coquerel. Je vais expliquer à Monsieur Faure de ce dont il s'agit, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, les parlementaires vont exprimer leurs souhaits et c'est le gouvernement qui décidera de ce qui sera la réserve parlementaire. Donc toutes les critiques qu'on est en train d'émettre par rapport à la réserve parlementaire, non seulement elles sont maintenues, mais vous l'attribuez au niveau gouvernemental. Enfin, mais c'est incroyable. C'est incroyable que vous osiez présenter un amendement pareil. Bon, 2 choses. Tout d'abord, cette réserve parlementaire, elle était répartie sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des circonscriptions, par l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, quelle que soit leur sensibilité politique. J'entends que... Oui, à égalité parfaite. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec la création de ce fonds, c'est l'hyperconcentration par l'exécutif et l'exécutif se réservant le droit d'attribuer à qui il a envie. C'est-à-dire qu'on passe d'un système qui était le plus transparent, réparti sur l'ensemble du territoire, à un vrai système de clientélisme, de politique à l'ancienne. Mais c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Écoutez, vous êtes à tous les niveaux en train de reconcentrer tous les pouvoirs de l'État. Ce que vous avez fait sur la taxe d'habitation avec les collectivités territoriales vise à la même chose, c'est-à-dire qu'on met sous tutelle les collectivités territoriales. On va mettre sous tutelle les partenaires sociaux avec la nationalisation de l'UNEDIC que vous avez aussi dans votre projet. Et là, de la même façon, sur les parlementaires, maintenant, c'est à la tête du client et vous le mettez en place, dirigé par l'exécutif. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Merci, Monsieur Jacob. Nous avons une dernière prise de parole et ensuite Madame la ministre répondra. Oui, évidemment, Monsieur le Président, nos chers collègues, le MODEM était pour la suppression de la réserve parlementaire, mais le MODEM n'est pas pour l'attribution de cette réserve au gouvernement. Donc nous voterons contre. Bien, je voudrais juste ramener un petit peu de calme et dire que chaque mot de cet amendement est important. D'abord, je voudrais dire ici qu'il ne s'agit en aucun cas de reconstituer la réserve. Je ne vois pas d'où vous pouvez déduire cela des mots qui sont indiqués ici. Il ne s'agit nullement de reconstituer la réserve. Il s'agit
de remettre un rapport aux assemblées, donc qui n'a aucune incidence financière. Vous conviendrez avec moi que remettre un rapport, à part peut-être le coût de l'encre, je ne vois pas très bien quelles sont les incidences sur la base de l'article 40. Il s'agit donc de remettre un rapport qui présentera les relais budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure et dont il me semble tout à fait logique que nous puissions, vis-à-vis de l'Assemblée, les traduire devant elle et dire la manière dont ces relais budgétaires reprendront les objectifs sur lesquels vous aviez pu attribuer des fonds de la réserve. Mais ce n'est ni la reconstitution de la réserve, ni une dépense quelconque. Il s'agit d'un rapport qui sera remis au Parlement. C'est tout. Et je voudrais que quand même cela soit pris en compte. Il me semble qu'il est normal que le Parlement soit informé et qu'il puisse délibérer ensuite en toute connaissance de cause. Merci Madame la Ministre. Avant de passer au vote sur l'article 9, je veux vous dire que sur le vote de cet amendement 354, je suis saisi par le groupe des Républicains, par le groupe de la Nouvelle Gauche et par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avant de procéder au scrutin, je vais donc donner la parole à M. Coquerel qui souhaitait intervenir à nouveau, M. Rupin et M. Faure. Madame la Ministre, on ne doit pas parler la même langue. Je vais vous lire l'amendement, si j'arrive à rallumer ce truc. Voilà. Ce n'est pas un rapport. Vous expliquez que dans le cadre d'un rapport annuel d'information, les modalités selon lesquelles les fonds anciennement affectés à la réserve parlementaire ont été employés en tenant compte des besoins qui auront pu être identifiés par les parlementaires et transmis au gouvernement. C'est bien ont été employés. Ce n'est pas un rapport sur ce qu'il faudrait faire. Donc à partir de là, je suis désolé, c'est bien ce qu'on est en train d'expliquer. Attendez, je termine la chose. Oui. Il faut juste noter une chose, il va y avoir un vote public. Mais très franchement pour moi, si cet amendement est voté, ça change la nature de l'article 9. Madame la Ministre, vous souhaitiez apporter quelques éléments de réponse, je crois. Chers collègues, Madame la Ministre va parler. Bien, quand même, je voudrais dire quelque chose. Il me semble qu'il y a... alors, je reconnais qu'il y a peut-être une maladresse dans l'écriture de cet amendement. Mais je trouve aussi qu'il y a une forme de mauvaise foi. Et je vais m'expliquer. Depuis tout à l'heure, vous ne cessez, mesdames et messieurs les députés, de demander au gouvernement des garanties. Je n'ai pas rêvé. Des garanties de sorte que nous nous engagions à ce que les fonds de la réserve parlementaire puissent continuer à arriver à leurs bénéficiaires. Ces garanties-là, je me propose de vous en rendre compte. Il me semble que nous sommes exactement dans le rôle du gouvernement face à un Parlement, d'en rendre compte dans un rapport qui vous serait présenté annuellement. Je voudrais terminer, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés. Il n'y a strictement aucune création de fonds et il n'y a, j'en prends l'engagement devant vous, il n'y a évidemment aucune ligne ouverte pour la reconstitution d'une quelconque réserve ministérielle. Réserve ministérielle que nous allons d'abord supprimer à l'article suivant. Donc, il n'y a strictement aucune reconstitution de réserve ministérielle. Merci Madame la Ministre. Nous allons donc maintenant... Ah non, Madame la Ministre, pardon, vous n'avez pas fini. Pour préciser, si cela est nécessaire et en accord avec le groupe REM, s'il veut bien le faire, nous pouvons vous proposer une réécriture de précision pour après la pause. Madame Forteza. Merci. Nous sommes d'accord pour la réécriture. Il faut bien que vous compreniez l'objectif de ce rapport. C'est d'avoir de la transparence, c'est de garantir tout ce que vous venez d'argumenter pendant des heures,
Vous ne pouvez pas reprendre nos propres arguments contre nous. Ce débat est ridicule. Donc, s'il vous plaît, comprenez l'objectif de cet amendement. S'il y a un souci de rédaction, nous pouvons y retravailler. Merci. Merci Madame Forteza pour bien comprendre la position du groupe de La République En Marche. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous retirez l'amendement? Il est retiré? Il est retiré? Madame Forteza. S'il vous plaît, est-ce que... Il est retiré. Merci. L'amendement... Il est retiré. L'amendement 354 est retiré. Nous ne procéderons donc pas au vote et au scrutin public sur cet amendement qui est retiré. Pour autant, nous avons donc terminé l'examen des amendements sur l'article 9 et nous allons procéder au vote en scrutin public sur l'article 9. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Alors, attendez, vous souhaitez des explications de vote? S'il vous plaît, mes chers collègues. Un peu d'attention, s'il vous plaît, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour le groupe de la France Insoumise. Bon, vous avez perdu 17 voix parce que nous sommes entrés ici bien déterminés à suivre la ligne de notre programme, supprimer la réserve parlementaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et nous sommes maintenant pris entre, d'une part, ceux qui nous disent que cette réserve est le mode suprême de la relation du député à son territoire. Moi, personnellement, j'ai été sénateur, comme vous le savez. Le Sénat, déjà, il prétendait représenter les territoires. Il n'y a de réalité qu'humaine. On représente des populations. Bon, alors vous nous dites que c'est le moyen suprême. Nous n'en croyons pas un mot. Et puis maintenant, vous, alors on n'a rien compris. Pardon, mais il va falloir améliorer ça. Parce que c'est mes collègues communistes qui ont raison. On n'est pas plus bêtes que vous. On a écouté, on a essayé de comprendre. Et à la fin, on comprend que la somme va quand même être quelque part, on ne sait pas où. Mais elle va être utilisée. D'ailleurs, il y aura un rapport. Parce que si elle n'était pas utilisée et si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de rapport. Une autre rédaction va être proposée tout à l'heure. Donc, que nous demande-t-on? Il est retiré. Donc, que nous demande-t-on de faire? Entre quoi et quoi devons-nous choisir? Nous ne voulons plus, nous sommes pour la suppression de la réserve parlementaire, on s'en est expliqué. Mais on n'est pas non plus pour vous donner raison. Et c'est la raison pour laquelle on va faire une abstention sidérée. Ça existe, c'est une abstention sidérée. Franchement, je ne sais pas, je vais lire demain avec mes collègues les commentaires, parce que peut-être qu'en lisant les commentaires, on va arriver à comprendre ce que vous êtes en train de faire au juste. Attention! Ce n'est pas une bonne idée de ne pas être clair, parce que les gens déduisent toujours le pire, mais ils auraient tort, bien sûr. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. La parole est à Madame Forteza pour le groupe de La République En Marche pour la dernière explication de vote avant le scrutin public. Je vous remercie de bien vouloir écouter notre collègue. Donc je suis triste de voir que vous avez saisi l'occasion de ce dernier article pour rejouer le jeu des oppositions et ça vous dessert parce que vraiment ce qu'on voulait faire c'était justement d'apporter une garantie sur le fait que les bénéficiaires de l'actuelle réserve parlementaire auraient accès à des fonds et à des soutiens. Donc, s'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame Forteza s'exprimer. Nous sommes tous, les députés de La République En Marche, fiers d'être des députés de terrain, fiers d'être des députés qui veulent renouveler les pratiques, et nous sommes fiers de la décision que nous allons prendre maintenant, qui est celle de supprimer la réserve parlementaire. Merci. Je vous remercie, Madame Forteza. Les explications de vote ont été données par chacun des groupes. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article 9 du projet de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert.